D'abord, au nom de FIPIA, je voudrais m'excuser pour le retard accusé. Et puisque nous sommes déjà en retard, nous allons commencer la cérémonie. Et nous avons l'honneur de recevoir son Excellence M. Tété Antonius, qui est l'ambassadeur de l'Union africaine aux Nations Unies. Nous avons aussi M. le conseiller de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies, M. Bro Joseph. Vous avez M. Zadi Séverin, qui est le directeur exécutif du FIPIA. Vous avez M. Enza Camara, qui est le président de cette cérémonie et délégué général du service de la promotion économique de la Côte d'Ivoire au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Ok, avant de commencer, nous allons remettre la parole rapidement à monsieur le bishop Kété, qui nous reçoit ici et qui va nous dire le mot de bienvenue. Bonjour et bienvenue. My name is Bishop Cameron Kelly. I am the Bishop of the Harlem First Ward, and I wish to welcome you all today to the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. We are honored to host this peace conference and welcome all who have come today in a spirit of brotherly love and kindness. We know that it does not matter where we are from or what language we speak. We all share an interest in peace. We can all work towards peace. It begins in our hearts, and from there it reaches out into our homes and our communities and then to the world. But it begins in our hearts. And in that spirit of brotherly kindness and love for all mankind, we wish to invite the Spirit today. We'll open with an invocation from Brother Jean-Pierre Yaubarbre, who is a longtime member of our ward. We will then hear from a prayer from Brother Adam Daiko. Brother Yaubarbre. Nous allons donc une prière. Dieu, Père éternel, miséricorde Dieu, nous te remercions d'avoir permis à tes enfants d'être présents à cette cérémonie, que nous remontons sur ton contrôle, que toute ta grâce s'étend sur chacun de nous. C'est à ton nom que j'ai prié. Amen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Thank you. Ok. Comme vous pouvez le lire ici, votre agenda, nous allons maintenant passer au discours d'allocution de Monsieur le Président de la cérémonie, Monsieur Enza Camara. Nous avons juste modifié un peu le passage, puisque M. Enza Camara est pris par du temps. Donc il va faire son intervention maintenant. Excellence, Monsieur l'ambassadeur représentant permanent de l'Union africaine auprès des Nations Unies. Excellence, Monsieur les diplomates. Monsieur le Président exécutif du FIPIA, cher frère Zadi Séverin. Honorables autorités religieuses et coutumières, Mesdames
et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les présidents des associations, honorables invités, mesdames et messieurs, j'aimerais à ma qualité de président de la conférence sur la problématique de la cohésion sociale et du maintien de la paix en Afrique, rôle et responsabilité des diplomates, vous souhaiter la bienvenue ce soir. Excellences, messieurs les conférenciers, je voudrais vous remercier et vous féliciter d'avoir accepté d'animer cette conférence qui parle de paix. La paix, condition sine qua non au développement économique de tout pays. Mes remerciements vont également à l'endroit de toutes les personnalités ici présentes, ainsi qu'aux organisateurs et à vous tous qui avez accepté de participer à cette rencontre. En tant que délégué du service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Canada et au Mexique, je suis conscient de l'importance de la paix, puisque sans elle, il n'y a pas de climat favorable à la création d'entreprises, donc pas de développement économique. Donc c'est donc important et pertinent. C'est donc l'importance et la pertinence du thème qui ont justifié mon accord pour préciser cette cérémonie. Messieurs les membres du FIPIA, je vous félicite et vous encourage à persévérer dans cet effort pour la promotion des intérêts de l'Afrique et plus particulièrement pour la paix, notamment par le biais de cette nouvelle retrouvaille qui constitue le lancement du symposium international sur la paix en Afrique. Honorables invités, le futur symposium international sur la paix en Afrique, cet événement ambitieux, plein d'espoir pour lequel je me suis impliqué personnellement, est entendu par les autorités ivoiriennes les 9 et 10 juillet 2015 à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Il va sans dire que je m'associe pleinement à cette nouvelle initiative du FIPIA qui envisage de faire de ce symposium sur la paix un événement annuel tournant dans d'autres villes africaines. En attendant de vous retrouver à Yamoussoukro, je souhaite que la conférence d'aujourd'hui fasse l'objet d'un débat très fructueux. Je vous remercie. Merci, monsieur le délégué général. Nous attendions monsieur l'ambassadeur, son excellence Fodé Seck, ambassadeur du Sénégal. Donc nous sommes tous en train d'attendre. Et compte tenu du fait que le délégué général est pris par un autre programme, certainement il va nous quitter dans les minutes qui suivent. Et donc nous allons commencer la conférence avec M. Tété Antonius, qui est l'ambassadeur. Son Excellence Tété Antonius, qui est l'ambassadeur de l'Union africaine auprès des Nations Unies. Excellence, vous avez le pupitre. Merci beaucoup. C'est vraiment une surprise agréable de parler en français dans une conférence à New York. Je pense que c'est ça, on va parler en français, n'est-ce pas? Sinon, on peut le faire en anglais pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, qui sont minoritaires, j'ai l'impression. Bon, je disais dans une des conférences que je ne sais pas où est-ce que la francophonie a perdu la bataille. Il s'agit que, même si on est majoritaire en francophone, il s'agit qu'il y ait un anglophone pour que ça se mette à parler en anglais. Mais c'est avec plaisir. Je crois que ça fait la diversité, surtout, qui fait la richesse aussi de notre monde d'aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je dois d'abord dire combien je suis honoré mais je vais m'assurer vraiment qu'on doit parler en anglais pour ne pas... En français, en anglais. En français. Pour ne pas mettre
pour ne pas avoir de l'exclusion, parce que la paix, c'est d'abord la cohésion. Tant qu'il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de paix, donc il faut qu'on comprenne tous de quoi nous parlons. Je disais que je suis vraiment ravi. On m'a informé, je ne dirais pas la dernière minute, mais pas longtemps, qu'il y aurait cette réunion. Je me suis dit que là, on parle de l'Afrique et surtout de la paix. Je crois que c'est notre devoir à tous d'y être présents. Je suis honoré d'être là, avec humilité, pour participer à cet exercice de préparatif du symposium, qui est le prélude au fait du symposium qui se tiendra à Yamoussoukro, si je le comprends, le 9 et 10 juillet 2015. Je dois remercier le directeur exécutif, M. Henri Zadi, qui a bien voulu nous inviter, nous associer à ce débat, et toute son équipe pour le travail accompli. Comme vous comprenez, l'Union africaine accorde beaucoup d'importance à la société civile. L'acte constitutif qui est en fait le livre, le document juridique mère de l'Union africaine, souligne la nécessité d'établir des partenariats entre l'Union africaine, entre le gouvernement et la société civile, et tous les segments de la société civile. C'est pourquoi, si vous regardez la différence entre l'OUA et l'Union africaine, vous verrez qu'il y a eu cette transformation aussi institutionnelle, donc l'inclusion de l'ECOSOC dans l'Union africaine, qui n'existait pas à l'époque de l'OUA. L'ECOSOC qui donc englobe le secteur privé, la société civile, pour donner la place aux autres secteurs de la vie, parce que les défis actuels sont tellement complexes qu'aucun gouvernement ne peut dire qu'il est capable de tout faire, sans compter, n'est-ce pas, sur l'énergie de ses citoyens et de toutes les couches sociales. Et aujourd'hui, si vous regardez notre continent, nous avons des défis multidimensionnels, très complexes. Vous prenez la question de la paix, par exemple, si vous regardez les conflits complexes auxquels on est confronté aujourd'hui, nous sommes un peu devant une question, est-ce que nos méthodes conventionnelles répondent nécessairement aux défis que nous connaissons aujourd'hui? Les défis d'aujourd'hui, vous avez, n'est-ce pas, des problèmes de conflits intra-étatiques, la violence de gouvernance, le terrorisme, la criminalité transnationale, la piraterie, aussi bien dans plusieurs côtés d'Afrique. D'ailleurs, si tu prends la Somalie, était sommée par beaucoup souffert de la piraterie, et aujourd'hui on parle aussi on a aussi le même phénomène sur la côte de l'océan Atlantique. Et si vous regardez les acteurs d'aujourd'hui, les acteurs des conflits, hier vous aviez des conflits intra-atlantiques, donc c'était des armées. Aujourd'hui, après vous aviez eu des rébellions. Aujourd'hui, vous avez ce que vous appelez en français des acteurs récalcitrants, n'est-ce pas? Donc, c'est des terroristes qui n'ont aucun besoin de signer un accord de paix avec vous. Et la nouvelle tendance, auparavant, ils attaquaient, ils s'enfuyaient. Et aujourd'hui, la tendance, c'est même d'occuper des territoires. Et donc, tous ces défis, c'est notre société la plus traditionnelle qui doit aussi être associée à ça. Je comprends que le thème d'Abidjan va beaucoup focaliser, n'est-ce pas, sur ça. Maintenant, comment nous, en tant qu'Union africaine, on se positionne devant ces défis des conflits? D'abord, il y a, si vous regardez la différence de transformation entre
l'OUA aussi et l'Union africaine. En matière de paix, l'OUA était surtout dédiée à la libération du continent, auquel beaucoup de sœurs et frères africains ont participé. Mais l'Union africaine a focalisé, étant donné la transformation, sur la création d'une architecture de paix et sécurité, où vous avez le Conseil de paix et de sécurité qui est le petit frère. Je ne dirais pas le petit frère parce qu'il y a un débat aussi du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a aussi un débat là-dessus. Nous disons qu'après 70 ans de création des Nations Unies, il faut peut-être refaire une lecture du chapitre 8 qui parle de la coopération entre les organisations régionales et les Nations Unies. Parce que, comme vous savez, les organisations régionales sont les premières. Regardez seulement la CEDEAO, elle est souvent la première arrivée quand il s'agit des conflits en Afrique de l'Ouest. Et donc, l'architecture de paix et sécurité, il y a le Conseil de paix et sécurité, il y a le système d'alerte rapide, il y a les forces en attente, il y a aussi le panel de sages. Je crois que c'est une terminologie que nous sommes tous d'accord que les panels de sages, c'est une terminologie qui puise un peu de notre tradition aussi. Parce que nous avons des sages dans nos villages. Et le panel de sages, c'est souvent des entités qui ont une certaine expérience, qui peuvent être, à qui on peut faire appel quand il s'agit d'un conflit pour pouvoir, n'est-ce pas, faire la médiation ou pouvoir la prévention des conflits. Et sur le terrain, nous avons aussi entrepris à déployer des opérations de maintien de la paix. Au début, si vous regardez aussi l'histoire de l'Afrique, au début, nous avons plus, n'est-ce pas, mis l'accent sur la prévention des conflits. Parce que les opérations de maintien de la paix, non seulement elles sont chères, mais on avait cru qu'au début, il fallait prévoir que guérir. Mais vous vous souvenez qu'après la Somalie, après la crise de la Somalie, où pratiquement plus personne ne voulait aller, le génocide rwandais auquel la communauté internationale a assisté sans intervenir. Oui. On va essayer de traduire pour certains. Ah, ok. Non, bon, d'accord. No, je vais le faire en anglais. So I think I was trying to explain the way what the African Union, how the African Union moved from the liberation of the continent, which was the first mission of the organization of the OAU, Organization of the African Unity, to the African Union by not only in terms of peace and security, by designing a peace and security architecture where you have the Peace and Security Council, the Panel of the Wise, you have the early warning mechanism, and you have the standby brigades. So I was trying to explain, but it is also a debate. I call the Peace and Security Council of the African Union as the young brother of the Security Council of the United Nations. But I also said that I think it is also questionable, this young brother. I think he has grown a lot, 70 years after the creation of the United Nations. We think we should make a new reading of the Chapter 8, the cooperation between the regional organization of the United Nations. Why? Because if you look at the African continent today, you have seen many peacekeeping operations, even moved by sub-regional bodies, ECOWAS, for example, in West Africa. They are the first always to arrive before anybody comes in. While to have a peacekeeping operation, it takes time to negotiate at the United Nations. Take time to negotiate. The second aspect of it is that peacekeeping, by definition,
is a mission you deploy to keep peace. But in many cases, you don't have peace to keep. Like in a scenario like Somalia, there was no peace to keep at all. So, as a doctrine of the United Nations, you could not deploy a peacekeeping operation there. This difference between the doctrine of the African Union, or if you take ECOWAS as well, has made a difference. Because we can move into a fragile situation, a tense situation like Somalia. Somalia was the Somalian case, Darfur case, without waiting a peace to keep. Because the question is, if there is no peace to keep, what are we going to do? Are we going to watch the conflict continue? So I also explained why did we move from focusing on peace, on prevention of conflict to peacekeeping operations. Only because not only we thought at the beginning, but the peacekeeping operations are very expensive. So the best thing is to prevent instead of go in a way as it is happening today. Today, you spend. I will just take an example of the country I come from. When there was a peacekeeping operation in Angola, they were spending $1 million a day. So, is it less expensive to prevent or to keep peace spending such many money? If you go today to the International Donor Conference to give you $1 million a day, you will find a lot of difficulties to get it. Any conference we will hear that young population is an opportunity. It can only become an opportunity if it is given equality, if it is given opportunity also, if it is taken on board. I think some of our friends who were in Malabo in a conference of heads of state, a young person challenged the head of state. He said, "We are not the future. We want to be the present. Because unless you embark them today, so when are they going to learn why you are dead? When you are dead?" So I think we have to look at our young people. The second question, I think, is the women. What we most of the time hear that we have a big population of women, but also what we should say, look at most of the 50% of the poor persons in Africa are women. And we know how it works in our families. If you have a rich sister, a rich mother, you are fine. I am not going to criticize the fathers, but the father can have more than one or many children. But if your mother is okay, your sister is okay, you will always be okay. So I think we need also to reverse the trend in terms of gender opportunities to have a social cohesion. So what the African design today is at the summit, at the 24th summit of the African Union, a program was put on the table. It is called the Agenda 2063. If we make the balance of our independence today, we know we have many disappointments. We got our freedom, yes, but we have so many challenges. So what we are saying, are we going to have the same Africa the next 50 years? I think we need to start already working on it in order to have a very different Africa. And also to have, let's say, the courage to face our problems, but also to have innovation of spirit to solve them. I don't want to monopolize the floor. I think I should stop here. If there is any debate, then we can always participate when time comes. Thank you.
Thank you, Your Excellency. Ok. Pendant que nous attendons toujours l'ambassadeur du Sénégal, nous allons permettre aux uns et aux autres de préparer les questions et nous allons permettre à monsieur le directeur exécutif du FIPIA d'intervenir maintenant. Ok. Juste enfin, en tout cas, c'est la première fois je vois que les choses se sont inversées. Je devais d'abord prendre la parole, mais je pense que on a pris du retard. Je voudrais juste dire merci à l'ambassadeur, à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union africaine auprès des Nations Unies. Je suis fier de lui. C'est un cadre africain, hautement qualifié également. Mais je salue sa simplicité, son humilité. Je n'ai vraiment plus rien à dire si ce n'est pas pour vous dire merci d'être venu et que nous allons nous retrouver à Abidjan. Les autorités ivoiriennes nous ont accordé le support institutionnel. Donc nous serons tous à Abidjan avec monsieur l'ambassadeur également. Je voudrais lui dire que je me ferai fort de communiquer avec les autorités au niveau de la conférence qu'il vient de faire. Et je pense qu'à Yamoussoukro, il peut apporter beaucoup par rapport à ce thème. Je voudrais vous dire simplement merci d'être venu, Excellence, merci d'être là, je vous remercie. Ok. Dès que vous voyez ce qui se passe, donc c'est juste pour vous dire, en fait ce qui s'est passé, le directeur général, le délégué général du service de la promotion économique est tenu par un agenda, donc il devait partir. C'est juste la raison pour laquelle nous avons inversé cette tendance, puisque nous avons eu l'autorisation de son Excellence pour le faire, juste pour vous faire comprendre ce qui se passe là. Donc nous avons un traducteur, son Excellence a fait un trait, il a pu traduire, il a pu parler en français et en anglais, donc nous allons certainement traduire pour M. Zadi et nous allons commencer les débats. Et je tiens à vous souligner que nous attendons toujours l'ambassadeur du Sénégal. Quand il arrivera, nous allons continuer avec son intervention. Sinon, nous allons continuer avec les questions, si vous avez. Donc, avant les questions, l'interprète va traduire ce que M. Zadi a dit en anglais, pour ceux qui ne comprennent pas le français. Certainly eloquent intervention. What I'd like to ask His Excellency talk about Africa would like now to prevent the work on prevention of okay. So His Excellency talk about prevention of peace. So I'd like to share that with the audience. I mean, how does preventing peace look like? Right? How do you prevent peace? Right, so that's one of the questions that I would like to ask. And I just want your input related to the recent event that happened in Kenya. One of the things that I heard on the news that one of the chapter, in other words, one of the planes that was supposed to help the population was being used by the police chief. And it's a little annoying knowing that we're working for the population. So I just would like to know his take on that. Thank you. Okay, can you please introduce yourself next time for the... Okay, thank you. Absolutely. Please. My name is Lucien Kouassi, and from the Ivory Coast. Okay, thank you. Thank you.
Ah non, non, je peux me lever. I have the last question for the person that organized. Just a quick question. Okay, good. Okay. Sorry, I forgot. I was just wondering, what are the goals that they expect to obtain by organizing this symposium about peace? It's for those who organize this symposium. Thank you. Thank you. No. Actually, I should say we are not going to prevent peace. Thank you. Because we are fighting for peace. We will prevent war. Well, so how do you prevent war, or let's say conflict, not just necessarily, because peace is not necessarily the lack of war, the absence of war. You can have a country in peace without a war, but with a lot of social tensions. So it's not necessarily, peace is not necessarily the absence of war. How do you prevent it? Now, talking about the African Union itself, the prevention has been embedded in the mechanism we established as an institution. I think in my explanation I was talking about early warning systems, the panel of revise, the standby forces, which comes actually already in a country in a conflict. But those very first mechanisms, even the Peace and Security Council, the deployment of preventive missions before a conflict erases in a country, those are the mechanisms. But at the bottom level, I think preventing, apart from a charter which was also adhered by all the members of the continent, the African Union, Charter on Governance and Elections. But I think most important, preventing, this should be even the higher stage of prevention, because preventing war should start by internal measures of every country. Internal measure in terms of inclusivity, political inclusivity, governance, inclusivity also of the globe. If you take our country today, you will hear often the African continent, despite the international crisis, the continent continued to grow by 5%. If you take some countries, they had grown even with 2 digits. But the main problem is, let's say it in very simple words, how do I feel this growth in my pocket as a citizen? The inclusivity of this growth. Because unless you create mechanisms for distribution of your wealth to all your citizens, unless you create mechanisms for the full participation of your citizens in the political life, in the social life, also working with the communities, which is the basis, then the prevention at the highest level will fail. I think prevention should not look only at institutions you create as a preventive measure of preventive institutions, as the one I just made a reference to, but you should also look on how you manage the country. And managing the country means managing the continent, because yes, I always tend to argue when people look as a country, not as a continent. Whenever you have a conflict, you hear Africa in a conflict. But there are also good things are happening in the continent. But those good things can only be felt as beneficial for everybody if they happen in most of our countries.
and then it will become really an African narrative. So I think this is what I can say about prevention. The second question was asked to the organizer. I don't know if I did respond to your question. I think partially. A question regarding Kenya, right? Oh, Kenya. Kenya, yes. Last event that happened in Kenya. Yes, you mean Garusha, the terrorism attack in Garusha, because if you see, I'm sorry, it's a direct correlation between the two. I mean, in one thing we try to prevent. Yes, but let's say the terrorist attack in Garusha is a consequence also of the conflict in Somalia. And I think in my statement I started by Somalia. How do you prevent it? You know, fighting terrorists is not, even for very developed countries, we know what has happened even in developed countries. It is a challenging task, but preventing it, as Africans, as I said at the beginning, we are in Somalia, present in Somalia to fight the terrorists, where they are coming from. I know the problem now today is the spreading of terrorists. If you take Boko Haram, it's the same truth. Yesterday you could talk only about Nigeria. Today you are speaking about Cameroon. You are speaking about Niger. You are speaking about Chad even. So I think they are collective efforts in terms of peacekeeping operations, but also in terms of as a preventive measure. In terms of change of, let's say, a change of mindset on some of the layers of our security force. If you take the intelligence force, intelligence people are not public people. So in the past it was very difficult to hear in Africa that intelligence people are meeting somewhere. But today you have it. You have bearing in mind in what happened in Mali, you have the community of intelligence directors meeting, having formal meeting now to share intelligence information among African countries. Because this is where you can prevent, you can know how terrorists are moving. But most important, I think many men know the saying that wars are born in our minds. They are not born anywhere else than in our minds. If you are unhappy today, okay, you will take your stones but you have to think of it first before even you act. So there is a need also to focus on education. How do we educate our children today to make a difference between an ideology which has nothing to do with a religion? You just referred to Senegal. I think Senegal is also a good example of this peaceful coexistence of religions for many years, not only politically, but also peaceful existence of religions. So you have to educate the people, because wars are born in our minds. I think this is what I can say in terms of prevention, even prevention of terrorist acts. Bon, ben, moi je vais intervenir en français, parce que je suis beaucoup plus à l'aise. La question est quel est le but du symposium? D'abord, il est préventif. Mais quand nous voyons les Africains, quand on regarde l'Afrique, entre nous, nous n'avons pas de problème. C'est-à-dire M. X et M. Y n'ont pas de problème. Okay. Ce qui nous amène les problèmes en Afrique,
c'est le pouvoir d'État. Tous les conflits que nous avons en Afrique, c'est le pouvoir d'État qui nous amène les conflits. Parce que quand on veut prendre le pouvoir par les armes, ou alors quand on veut se maintenir au pouvoir, il y a des problèmes. Donc la question, c'est ça. On a choisi la Côte d'Ivoire parce que toute l'Afrique sait comment ça s'est passé pendant les élections. Donc, nous n'allons pas résoudre tous ces problèmes-là. Mais il faut prévenir. Et tous ceux qui seront des panélistes des ateliers, qui vont faire des ateliers, c'est de façon traditionnelle. Ce sont les chefs traditionnels et les rois d'Afrique qui seront en Côte d'Ivoire pour réfléchir. Pour réfléchir comment il faut résoudre cette histoire de démocratie. Quand on prend le Sénégal, il n'y a jamais eu de problème après les élections, parce que celui qui a perdu, a perdu. Tout ça, j'ai fait cette genèse-là pour vous dire simplement que le symposium à Abidjan, c'est pour attirer l'attention des populations, des hommes politiques, comment il faut éviter les problèmes en Afrique. Moi, je crois que c'est ça le but. Je vous remercie. Yes, just... Right here? Well, my name is Claudine. I'm with Africa Vision Vet TV. We're so pleased to be here. I'm from Rwanda. I survived the genocide in Rwanda. I lost my parents, were killed during the genocide. So my question about preventing, His Excellency did a good job clarifying that we don't prevent peace, we prevent conflict, we prevent war, promote peace. So I really credit and then acknowledge the fact you highlighted this forum about promoting peace because we need peace in Africa. So my question to His Excellency, Ambassador Tete, how are you going to influence or inspire young people to become entrepreneurs? Because most of the time conflict in Africa is because of people want to take power. We fight, they kill each other because they want to take power from another, and then another guy who took power, that they don't do good job, they don't want to leave the power. So how can we use entrepreneurship because when you're an entrepreneur, you care about your business, you build the economy of your country, and then you don't get involved in killing people because you need those people to become your customer. We can see the good example of America. America was built by entrepreneurial spirit. My last comment, I am really very frustrated by what is going on in South Africa. In South African citizens, they are killing immigrants, they are killing people from Ghana, from everywhere, who are even doing business in South Africa. It's new, it's what is going on now. So as His Excellency from African Union, what is your thought? What are you going to do in your capacity to prevent it in terms of education? Thank you very much. And then my last, I hosted International Day for Peace at Columbia University. I have a copy here, so if you need a copy, you can pass by and we give you a copy. But you need to give me money because I'm an entrepreneur. Ok, pour ceux qui parlent français, la première question c'était de savoir comment est-ce que la promotion de l'entrepreneuriat peut prévenir la guerre et comment est-ce que nous pouvons encourager les jeunes. Donc je pense que l'ambassadeur a parlé de la cohésion sociale. Donc je vais laisser l'ambassadeur répondre. La deuxième question, c'est comment un pays aussi important que l'Afrique du Sud, qui est aussi au centre
l'Union africaine peut avoir des problèmes avec des ressortissants africains. Et quelle est la pensée de son Excellence sur ce sujet? Claudine, merci pour. Thank you for the two questions. On the first question, young entrepreneurs. Last Saturday I was just telling my Mr. Yes, but the director. But I traveled. I drove to Bretton Woods last Saturday, 7 hours driving, because our young Africans were meeting exactly there to talk about entrepreneurship in Africa. So they brought people, young people from different corners of the continent who are doing well, who are actually telling another story of the African continent. But it is possible to make money in Africa. It is possible to make money in Africa. But this is not the question. Those ones are doing well already. So, but the question is, it is true, but today we cannot employ the growing population of young people we have by traditional means, as we have done in our time. When you go to school, the first thing you will look for is a job, to find a job in the government. I think this way of involving our people is no longer working. We have to find a way to give another future to the young people. Entrepreneurship, many of them, even in terms of entrepreneurship, but this should be prepared as well. It depends a lot on the education you give to the young people. Well, in our times, we want to become lawyers, we want to become historians, we want to become les commis, comme on disait en français, parce qu'on voyait le colon avec la cravate et le costume, et comme il est pas l'ingénieur de. If you just take some professions I think in African francophone countries they used to call it des agents agricoles, commis agricoles. Those are medium people with agriculture training who were doing very well, and we lost them in many countries. You don't find them anymore. Those are really the people who are going to the ground, who are promoting agriculture, who are talking to people, who are educating people, and today you don't find them anymore. Why? Because to be respected in the society, you should have a master, you should be a doctor. Then we lost this layer of the society. I think we need to review the way we are doing. We structured even our economies, we structured our education, we structured our societies. It is only then you will have. There is what you call in demography a demographic window of opportunity. Unless you have a qualified young people, you have also jobs to give them, you have innovative ways to employ them, then we will miss the demographic window of opportunity we have today by being a continent with most of a young population, let's say. Now, xenophobia in South Africa. Well, let's call it violence in South Africa.
I should say that it is not a national policy. I understand President Zuma was condemned strongly himself what is happening in the country. There was a march yesterday in support of immigrants in South Africa. So I think I am sure it is not a national policy of South Africa to do such things. But it is a dialogue among Africans we should talk about. We should not shy away our problems. And I think they are doing it in South Africa as well. But it is sure it is not a national policy because the authorities of South Africa came out and condemned strongly. And a march was organized even in support of those who have been victims of such acts. Première question, c'était... Ok, je lui donne le temps de pouvoir translate. Ma première question, c'était par rapport déjà au problème de l'Afrique du Sud dont elle a invoqué et son Excellence a intervenu brièvement. C'est un problème très sérieux et depuis un moment, on n'a pas entendu aucun chef d'État africain, même la présidente de l'Union africaine, Mme Zuma, qui n'a pas pu intervenir. C'est un problème réel. Imaginez un seul instant, dans d'autres pays africains, on s'emprunte aux Sud-Africains, ce que ça va donner. Okay, my first question is regarding what's going on in South Africa, which was just raised by, Claudine, and it is just very shocking. De l'Afrique du Sud dans les jours à venir, restez à l'écoute parce que c'est un problème très sérieux. Les uns et les autres sont en train de se mobiliser. Okay, so I would like to inform you that le pouvoir aujourd'hui de mettre l'embargo sur les ventes d'armes en Afrique. C'est ma première question pour son Excellence. La deuxième question est pour M. Zadi, qui nous disait tout à l'heure qu'à Yamoussoukro, il y aura les rois qui seront les panélistes. Est-ce que le roi Zulu sera invité, car c'est lui qui a lancé le mot d'ordre pour chasser les Africains de l'Afrique du Sud? Merci. Thank you, sir. Thank you, everybody. Thank you, Mr. Ambassador, for the brilliant speech in our community here today. And thank you, Mr. Zadi. I think you can do it, especially in Ivory Coast. Your ethnic group today, if you come with us in Ivory Coast to peacekeeping, you're really going to be successful. So the situation is today. My question, Mr. Kwasi did ask my question already. Okay. But one question he did not ask is the timing in Ivory Coast. What you're doing now in Ivory Coast is not small, it's big, it's the whole continent. It's about social group and religious group. These two things in the Ivory Coast is important. By the date we given in the beginning of July, I believe something we call Ramadan. It starts on 10th and first 10th of July. It's going to be happening. It's going to be a big problem in the Ivory Coast. I don't know if you thought about it. If you thought about it, my question is that: are you willing to prevent that religious situation in Ivory Coast on July 10th? Thank you very much. Relative à l'embargo sur les armes. Par définition, l'embargo sur les armes est imposé à celui qui a commis une violation. Je ne sais pas de quel embargo vous parlez. Vous voulez qu'on impose l'embargo sur les armes à toute l'Afrique pour qu'on ne combatte plus Boko Haram ou quoi? On parle aujourd'hui de paix véritablement en Afrique, et s'il pouvait être possible qu'au niveau de l'Union africaine, en connexion avec les Nations Unies, pour mettre fin à la vente des armes au niveau des pays africains, c'est de cela que je voulais parler, Excellence.
Parce que je pense que quelque part, il y a les vendeurs d'armes, il y a les acheteurs. Si on fabrique plus d'armes, s'il n'y a plus d'acheteurs, je pense que quelque part, ça va régler un tant soit peu les conflits en Afrique. Et je pense que l'Union africaine peut jouer un grand rôle dans ce sens. Même si ce n'est pas pour maintenant, peut-être plus tard. Okay, I would like to... I just wanted to say that it is... well, I'll let you go, Excellency. No, go ahead. Go. Sorry. Yes, I meant how can... Non, cher ami, je crois on doit éviter l'amalgame. Hein. On doit éviter l'amalgame quand il s'agit des armes. Nous avons des conventions africaines sur les armes légères qui, en fait, est connu que les armes légères sont aujourd'hui déversent des océans de sang sur notre continent. Et sans contrôle et coiffé par des institutions, des instruments juridiques, que ce soit au niveau des Nations Unies comme au niveau de l'Union africaine. Mais je définis l'embargo comme étant, n'est-ce pas, la punition qu'il faut à celui qui a violé. Donc, dire qu'on doit faire l'embargo à tous les continents africains, je ne sais pas si c'est ça la voie. Et je ne suis pas sûr que c'est la voie à suivre. Maintenant, conseiller aux pays africains qu'on donne... j'ai regardé les statistiques sur le pays, les 10 tops African countries qui, sur le nombre sur le budget, hein, n'est-ce pas, dédié à la santé. Je prends un exemple. Hein. Bon, vous avez le Rwanda d'ailleurs, d'où vient ma soeur Claudine. C'est un des top countries. Maintenant, conseiller aux Africains qu'on achète moins d'armes et qu'on s'occupe de ses citoyens, c'est une chose. Mais dire à l'Afrique qu'elle ne doit pas acheter des armes, je ne pense pas que c'est ça qu'on doit faire. Que ferez-vous de l'extrémisme aujourd'hui qui envahit nos villages, qui envahit, que ce soit au Nigeria, comme au Cameroun, ou au Tchad, au Niger, en Somalie, où le terroriste traverse jusqu'au Kenya pour s'attaquer à une école. C'est vrai que les armes ne sont pas la seule arme, je dirais, excusez-moi la répétition, ne sont pas l'unique arme. Il y a aussi les autres armes de l'éducation, les autres armes de la cohésion sociale dont nous parlons. Mais je ne pense pas que c'est ça la voie qu'il faut donner à l'Afrique. Parce que l'Afrique doit aussi savoir se défendre. Est-ce que nous ne serions pas toujours sous le... Bon, beaucoup de pays peut-être ont eu l'indépendance sans nécessairement faire recours à la violence de la guerre comme telle. Mais en tout cas, nous aurions encore l'apartheid d'aujourd'hui, nous aurions encore beaucoup d'autres pays africains si l'Afrique ne s'était pas défendue. Je ne pense pas qu'on doit aller jusqu'à l'extrême. Ce serait, n'est-ce pas, de l'amalgame. Maintenant, autre question qui m'a été posée. Oh, I forgot the English speakers. Do we still have people who only speak English in the room? Yes. Oh, you are here. Okay. No, then it's fine. Yeah. You can summarize what I said? Okay, His Excellency was just answering to the question of this gentleman here. He mentioned that, he said we shouldn't be mixing up things because... It is not right also to think that there is no chocolate made in Côte d'Ivoire. I tested it. It's very good chocolate.
And apart from chocolate, I think Côte d'Ivoire also produce other products deriving from originate from cocoa. Let's not forget Côte d'Ivoire has been for many years the pride of the African continent in terms of economic performance, and is still one of them as a very potential country. I think those are what we call can be the pools of development of our regions. It's one of the pools of, if you take in the western part of our continent. I think Côte d'Ivoire still continue to be one of them, and it has a lot of potential to become to transform the current economic situation, to transform also the products from Côte d'Ivoire like cacao. Now, if it comes to franc CFA, this we can discuss overnight about this question of money. I know the impact of it. I read a book of I think it's a French-speaking intellectuals from Paris. I think he wrote it from Paris. Monnaie et esclavage. But I think let's also be I think honest to ourselves. But it is a process. It is a process. Many of our countries, 16 years to today, 50 years of independence, if you compare to over continent. So it will take time. It will go slowly, and we will end there. It's a sovereign decision as well of the countries who are using franc CFA. If the money is still working, I think if they have some advantage in it, let's not look only at the disadvantages. It is also a factor of integration. You use the same money. I cannot do the same. Répondre aux deux questions de mon frère ami Fatouré et de mon ami Doudou et de mon frère du Togo. Je voudrais dire à mon frère Fatouré qui parle de Ramadan, mais à ma connaissance, quand il y a le Ramadan, la vie ne s'arrête pas. Les gens s'en vont au travail, il y a un conseil des ministres, les transporteurs transportent les personnes qui voyagent, les avions circulent. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a Ramadan qu'on ne peut pas organiser ce jour-là le symposium international sur la paix. Au contraire, quand les gens jeûnent, c'est là même qu'ils doivent parler de paix. Donc je pense que ce n'est pas un handicap. Et puis, il faut dire qu'on est en contact avec la présidence, avec l'État de Côte d'Ivoire, qui abrite, qui a accepté d'accueillir ce symposium. Donc, on connaît les dates. Alors, je pense que la Côte d'Ivoire est un pays laïque. Et nous respectons toute religion. Alors, mon cher ami, ne t'inquiète pas. Le symposium aura lieu le 9 et le 10 juillet 2015. Et nos frères musulmans, ce n'est pas eux tous. Ce sont les autorités, les imams et autres qui vont participer à ce symposium. Et la liste est déjà dressée. Nous avons la liste à notre possession. Donc, il n'y a pas de problème à cela. S'il y a un problème, c'est l'État qui peut peut-être nous dire, voilà, on reporte, on fait ceci, mais l'État est d'accord. Je pense que nous allons maintenir cette date. Ta question, voilà, il y a 6 chefs traditionnels qui vont animer, qui seront même les animateurs de ces ateliers. Parce que vous savez, les chefs coutumiers dans les villages, que tu sois cadre
au cas même que tu sois président de la République, quand tu arrives dans ton village là, c'est pas le chef qui se déplace pour venir te voir. Le président, quand il reconnaît, si réellement il reconnaît que le chef traditionnel, il est l'autorité du territoire où il s'en va là, c'est le président qui se déplace pour aller voir le chef traditionnel. Moi, j'ai vu des chefs d'État, quand ils arrivent dans un village, ils se déplacent dans leur propre village. Donc, si un chef traditionnel parle à un président de la République, il va comprendre. Ça, c'est notre but, de prendre tous les chefs, et puis faire des propositions au pouvoir d'État de façon claire. Comment il faut entretenir la cohésion sociale? Quelle est la problématique même? C'est ça, juste. Et c'est cette question-là que les panélistes, là, les ateliers, vont répondre. Alors, il y a le roi des Zoulous qui sera là. Il y a le Moro Naba du Burkina Faso qui est invité. Il y a le roi de Koumassi qui est invité. Il y a 2 rois du Togo qui seront là. Et puis le grand marabout du Sénégal, de Touba. Mais quelqu'un m'a dit, un conseiller du président de la République du Sénégal m'a dit, ah, lui ne se déplace jamais. Hein. Bon, mais comment vous allez faire ça? Moi, je crois en Dieu. Parce que une fois, j'ai fait déplacer la seule dame qui est président de la République de l'Afrique. Enfin, voilà, Madame Hélène Sirleaf. Quand je partais la voir, les gens m'ont dit, mais tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas faire ceci. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes arrivés à Morovia, on n'avait pas de rendez-vous. Mais juste, on avait quelqu'un qui est conseiller de cette dame-là, de cette présidente, qui est membre du FIPIA. Donc on savait où on partait. Et quand on est arrivé, on a fait déplacer son Excellence, Madame Hélène Johnson, pour venir en Côte d'Ivoire. Alors, il y aura des chefs d'État qui seront invités. C'est pour ça que nous demandons la lettre institutionnelle. Et nous l'avons eue finalement. Donc nous sommes aujourd'hui heureux parce qu'en Côte d'Ivoire, quand on va écrire, l'État va appuyer nos différentes invitations. Quand on va même inviter son Excellence, l'ambassadeur de l'Union africaine, la présidence va appuyer notre invitation pour que son Excellence vienne donner sa vision de la cohésion sociale en Afrique. Alors, la dernière question, il parle de franc CFA. Il faut qu'on aille pas à pas. Et quand les pays européens se réunissaient en Hollande, dans une petite ville, pour dire qu'ils vont se mettre ensemble, mais je crois que c'est après 40 ans, 50 ans après, ils ont créé l'Union européenne. Mais pour créer, et après ça, ils ont créé la monnaie. Mais pour créer la monnaie, ils ont mis 50 ans. En Afrique, chaque région a une monnaie. Et à un moment donné, toutes ces monnaies-là vont se regrouper pour qu'on ait une seule monnaie. Mais je pense, nous sommes des cadres. Il faut qu'on aille pas à pas, parce que la vie n'est pas courte. Allons pas à pas, et c'est nos arrière-petits-enfants qui vont véritablement régler ce problème-là. Moi, je pense que notre monnaie, ça nous met à l'école, ça fait que nos parents vivent. Je pense qu'il ne faut pas déplacer les données du village planétaire précipitamment. C'est ce que je voulais vous dire. C'est pas moi qui dois conclure, parce que l'ambassadeur, il a fait pratiquement plus de 2 heures de temps avec nous. Il est très chargé. Il faut qu'on le libère. Je voudrais vous dire simplement merci. Merci d'être venu. Et qu'on vous attend à Yamoussoukro, précisément les présidents des associations africaines
on vous attend à Yamoussoukro. Une liste sera ouverte pour toutes ces personnes qui peuvent réfléchir, qui peuvent donner leur point de vue concernant la cohésion sociale, concernant la paix. Mais au départ, j'avais dit que les Africains, entre eux, nous n'avons pas de problème. Mais c'est le pouvoir d'État qui nous amène les problèmes. Alors, pourquoi le Sénégal n'a pas de problème par rapport aux élections? Alors, comment il faut faire? La cohésion sociale, c'est tout ça. C'est pour ça que j'ai dit que ce symposium-là, c'est pour proposer certaines choses à certains pays. Je vous remercie et on se retrouve à Yamoussoukro. Merci tous d'être venus. Et nous allons conclure. Je pense que le directeur exécutif et le président de la cérémonie vous offrent des rafraîchissements. Donc je crois que c'est au 4e étage. Et avant de conclure, nous allons juste donner la parole au bishop qui a bien voulu nous recevoir, afin qu'il puisse nous dire quel mot pour conclure. But I'm thankful to have been able to participate in this way. So we'll now have a closing prayer from Sister So Yao Barbara, and then we will dismiss to upstairs, for refreshments. Sister So. Nous allons dire merci à Dieu qui a permis que nous soyons tous ici réunis. Et puis nous allons tous baisser la tête. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci parce que tu as permis que nous soyons tous réunis ici en ton nom. Parce que tu as dit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom, que tu es là en esprit. Nous voulons te dire merci et te dire encore que nous t'aimons de tout notre cœur. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Ok, je pense qu'on peut tous se retrouver au 4e étage pour le rafraîchissement. Et encore merci à M. Paul Joseph, le conseiller, de son Excellence, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies. Et encore merci à son Excellence. Je le dis, je sais qu'il veut bien. Merci à monsieur, son Excellence Tété, d'être venu. Et On n'a pas dit merci au bishop. Mais, oui, c'est pas vrai de dire ça. Mais quand c'est comme ça, hey. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV.